Bonsoir à toutes et tous et merci de vous connecter ce soir donc pour cette 13e édition régionale organisée dans le cadre de la Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques par Medcal et le Centre régional d'antibiothérapie des Pays de la Loire. Alors, on a un programme ce soir avec plusieurs intervenants. Néanmoins, j'ai une mauvaise nouvelle puisque le docteur Raphaël Mailleux ne pourra pas intervenir ce soir du fait de gros problèmes familiaux. Voilà, il en était désolé, mais vraiment la situation ne permet pas qu'il puisse intervenir. En tout cas, on pense très fort à lui. Et du coup, on aura deux interventions. Celle du professeur Élise Launay, qui est pédiatre au CHU de Nantes, et qui va nous parler des maladies éruptives de l'enfant. Et je vous rappelle que son intervention va être interactive. On va vous rappeler dans quelques secondes les modalités pour répondre aux questions grâce à l'application WooClap. Et après le professeur Launay, donc j'interviendrai moi sur les nouveautés dans les durées raccourcies d'antibiothérapie, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on prendra quelques questions après l'intervention d'Élise. Et puis, en fonction du timing, on se gardera un temps à la fin où vous pourrez à nouveau poser des questions au professeur Launay si vous le souhaitez. Hein. On sacralise une période suffisamment longue pour que vous ayez le temps de poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci David et merci Medcal pour cette invitation à venir parler d'un sujet en effet très fréquent en pédiatrie, qui est celui des maladies éruptives de l'enfant et qui pour autant peut faire l'objet de quelques pièges. Et donc commençons avec une première vignette et voici Émilie qui a 2 ans, qui est fébrile à 39 depuis la veille et qui présente une éruption notamment péribuccale que vous pouvez découvrir ici sur votre écran. Et donc, devant cette éruption, quel diagnostic évoquez-vous? Il y a plusieurs bonnes réponses possibles. C'est un quiz de sondage, hein. C'est pas un quiz évaluatif. Donc, une varicelle, un syndrome pied-main-bouche, un impétigo, une stomatite herpétique. Et donc, je vous donne accès au vote. Allez, je vais dévoiler les résultats. Je vous laisserai le temps de faire. Donc, syndrome pied-main-bouche pour la majorité d'entre vous. En effet, là, je vous ai montré l'éruption qu'autour de la bouche. Hein, c'est une éruption vésiculeuse. On voit qu'il y a quelques lésions sur la bouche qui va moins bien avec l'impétigo. Alors, ça pourrait être un début de varicelle, même si le début des localisations de varicelle sont plutôt au niveau de la tête et derrière les oreilles notamment. Et puis, ça pourrait également être une stomatite herpétique. On peut voir des lésions extrabuccales dans les primo-infections de stomatite herpétique. Alors voilà la suite de l'histoire. 24 heures plus tard, elle vient vous revoir puisque est apparu notamment sur le torse d'autres lésions avec une enfant qui est fébrile à 40, des lésions qui sont prurigineuses et une discrète toux. Bon, donc on est à peu près d'accord avec le diagnostic de varicelle. Quel traitement proposez-vous chez cet enfant? Est-ce que vous la mettez sous paracétamol? Est-ce que vous la mettez sous antibiotiques, paramoxine aciclavulanique? Est-ce que vous proposez des bains antiseptiques? Est-ce que vous proposez de l'aciclovir Peros? Alors, je vous donne accès au vote. Très bien, donc paracétamol pour la majorité d'entre vous, hein, elle a 42 fièvre, elle ne doit pas être très confortable. Bain antiseptique, c'est que traditionnellement on propose des bains à chlorhexidine sans qu'il y ait de niveau de preuve forcément très évident. Vous êtes parfait, c'est une soirée antibiotique, on ne met pas d'antibiotiques pour une varicelle. Et puis la cyclovir Peros n'est pas indiquée dans ce cas-là chez une enfant qui n'a pas d'autres comorbidités. On ne sait pas bien quelle peut être l'efficacité, surtout après quelques jours d'évolution, là, a fortiori plus de 48 heures.
Alors voilà, seulement Émilie a un petit frère de 22 jours et sa mère n'a pas fait la varicelle. Elle est passée à travers les mailles du filet de la vaccination. Et puis, allez, on va dire que vous êtes sûr qu'elle n'a pas fait la varicelle. Elle a une sérologie avec des IgG négatifs. Alors, que faire pour le petit frère? Est-ce que vous l'envoyez à l'hôpital pour qu'il puisse être traité par acyclovir par voie intraveineuse? Est-ce que vous demandez à le revoir très régulièrement, tous les 24-48 heures pendant les prochains jours pour le surveiller? Est-ce que vous proposez de l'acyclovir Perros à 7 jours après le comptage avec sa grande sœur? Est-ce que vous proposez de le vacciner avec le vaccin anti-varicelle en post-exposition? Je vous laisse voter. Surveillance accrue en ambulatoire, ça va être ça pas mal les recommandations, les recommandations d'exposition périnatale, enfin chez le nouveau-né à la varicelle. Alors soit c'est la mère qui est le cas index et a fortiori en période périnatale, et dans ces cas-là, de toute façon, c'est hospitalisation, prélèvement multiple, acyclovir, immunoglobuline. Et là, dans ce cas-là, on est dans une contamination qui est en dehors de la période périnatale, en dehors des 5 jours après la naissance, et la mère n'est pas le cas index. Et donc, classiquement, on propose une surveillance accrue en ambulatoire. La vaccination n'est pas indiquée, il est trop petit pour avoir une efficacité vaccinale avec ce vaccin. Il n'y a pas d'AMM avant 9 mois pour un des 2 vaccins. Et on pourrait quand même se poser la question de l'acyclovir Perros. Ça, c'est proposé en Belgique, par exemple, pour les nouveau-nés qui ont comme ça des comptages avant le premier mois de vie, quand la mère n'est pas le cas index, voire même quand la mère est le cas index en dehors des 5 jours de vie. Et donc, c'est proposé au 7e jour à débuter du comptage. Pourquoi? Parce que c'est autour de la 2e virémie. Et il a été montré dans quelques études que cette prophylaxie post-exposition à 7 jours après le comptage, donc le comptage commençant quelques jours avant l'éruption chez la sœur, que ça permet d'éviter la forme clinique ou de minimiser la forme clinique. Et on sait que la varicelle, avant 1 an, on parle des lésions beaucoup plus profuses. Donc ça, c'est fait chez le nouveau-né, en dehors, je répète bien, du cas où la mère est le cas index et a fortiori en période périnatale. On pourrait également le proposer chez des enfants qui sont à risque de formes compliquées, pour autant non immunosupprimés, donc qui ne sont pas dans l'indication des immunoglobulines. Par exemple, un enfant qui a un eczéma un peu sévère, mais qui n'est pas sous immunosuppresseur, on pourrait se poser la question d'abord de le vacciner, mais s'il n'a pas été vacciné, de proposer cette prophylaxie post-exposition. Donc la posologie est ici. Et puis on avait fait une petite mise au point dans le perfectionnement en pédiatrie sur l'indication de ces antiviraux en ville. Alors, revenons à Émilie. Vous la voyez 6 jours plus tard, elle a eu 24 heures sans fièvre et puis à nouveau 42 fièvres. Et elle a 40, elle est inconfortable. Vous voyez son état cutané, et j'ai bien précisé qu'elle n'a pas eu d'éosine. Et donc, on voit quelques lésions, celles-ci là, qui sont noires, un peu creusantes, et puis avec un halo autour. Et ce qui est important à vous dire, c'est que le halo là, il est douloureux, et là aussi. Alors, que pensez-vous de cette évolution d'éruption? Est-ce que c'est une évolution attendue de la varicelle? Est-ce que vous suspectez une surinfection bactérienne, notamment à staphylocoque doré? Ou est-ce que vous suspectez une surinfection bactérienne plutôt à streptoa? Alors, on est d'accord, ce n'est pas l'évolution attendue de la varicelle. Et puis, staphylocoque doré ou streptoa, on va voir que c'est quand même pas facile de savoir laquelle de ces 2 bactéries est en cause. Voilà une évolution attendue de la varicelle. C'est pas si évident, mais il y a un peu de halo, mais qui va pas être douloureux. Des lésions qui sont quand même moins nécrotiques qu'ici, et surtout un élément qui doit attirer votre attention, c'est la reprise de la fièvre, alors qu'il y avait plus de fièvre et pas de nouvelles vésicules. Ce qu'on dit dans la varicelle, c'est que tant qu'il y a des nouvelles vésicules, ok, ils peuvent faire 39-40 de fièvre, mais s'il y a plus de fièvre et que la fièvre revient, attention à la surinfection cutanée notamment, mais ils peuvent aussi faire des surinfections respiratoires, type d'otite, voire de pneumonie. Alors voilà comment ça peut évoluer. Ça, c'est une dermohypodermite nécrosante qui complique une varicelle. Et donc, on voit que cette petite lésion qui était nécrotique, là, elle s'est étendue avec une infiltration très douloureuse qui
Donc, cet enfant-là était hospitalisé. Pour autant, elle n'avait pas de signe de fasciite. Elle avait une hémodynamique qui était parfaite. Et donc, ça, c'est des enfants qu'on surveille vraiment très, très, très attentivement en milieu hospitalier. On peut parfois observer une réaction toxique plus diffuse qu'on n'a pas ici, mais ils sont parfois globalement un peu rosés. Et ça peut également s'observer avec le staphylocoque doré, ce qu'on appelle la scarlatine staphylococcique, qui complique aussi une varicelle. Vous voyez aussi ces lésions vraiment un peu très noirâtres. Et cette fois-ci, donc là, il y a eu l'éosine, mais cette fois-ci, un rash qui va être beaucoup plus diffus. Et ça signe une surinfection bactérienne dont il est honnêtement assez difficile de dire si c'est un streptocoque ou un staphylocoque rien qu'à la clinique. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on va choisir une antibiothérapie qui va cibler les deux. Donc, vous voyez un enfant avec ce tableau en ville, vous pouvez le garder s'il n'y a pas de signes généraux, qu'il a une fréquence cardiaque, une fréquence respi parfaite, un bon état général. Il peut être traité soit par amoxicilline aciclavulanique, soit par céphalosporine de première génération, qu'on utilise assez peu ici, mais qui est largement utilisée outre-Atlantique. Alors, c'est surtout que ce n'est pas facilement disponible, mais normalement, la céphalexine est encore disponible per os. Il faut vous arranger avec votre officine de proximité. Et puis, nous, à l'hôpital, on les traite IV parfois par céphazoline quand la voie orale n'est pas possible. Mais il faut retenir que les céphalosporines de première génération, c'est des bons antistaphylococciques et des bons antistreptoa. Donc, pour les infections cutanées, ça peut être une alternative intéressante pour peu que ce soit disponible. Alors voilà pour le chapitre, la vignette varicelle. Passons maintenant à une deuxième vignette. Il s'agit de Samy qui a 8 ans, qui n'a pas d'antécédent particulier. Il a 42 fièvres depuis 3 jours, avec une fréquence cardiaque, quand vous le voyez, à 152 par minute, une fréquence respi à 28. Il est vraiment très fatigué, avec des douleurs abdominales assez intenses. Il a vomi à plusieurs reprises. Il a également eu une diarrhée. Et surtout, vous observez cet exanthème que je vous ai mis en photo ici, qui est bien marqué au niveau des membres et des extrémités. Vous voyez les oreilles là, et puis également le visage et les joues. Et puis il a également un énanthème que je ne vous ai pas montré ici, mais il a une conjonctivite et puis un petit début d'inflammation des lèvres. Alors, devant ce tableau, quel diagnostic évoquez-vous? Une maladie de Kawasaki, le fameux syndrome d'inflammation multisystémique pédiatrique lié au Covid, autrement appelé le PIMS, la rougeole ou un syndrome de choc toxique. Quel est votre diagnostic? Kawasaki, un peu de syndrome d'inflammation multisystémique pédiatrique, un peu de rougeole, syndrome de choc toxique. Mais finalement, ça pourrait être les 4. Maladie de Kawasaki, alors c'est qu'il y a seulement 3 jours de fièvre. Pour autant, il y a d'autres symptômes qui sont très bruyants et ça nous arrive largement de retenir ce diagnostic, même quand on n'a pas les fameux 5 jours de fièvre, notamment quand on a l'exanthème, l'énanthème, l'altération d'état général, l'adénopathie cervicale dont je n'ai pas parlé ici, mais qui est classique dans le Kawasaki. Le PIMS, ou le syndrome d'inflammation multisystémique pédiatrique, ça mime le Kawasaki. Ça arrive après un Covid qui est symptomatique ou non. On sait que les Covid sont souvent asymptomatiques chez l'enfant. Et puis, on va voir les différences avec le Kawasaki tout à l'heure. La rougeole, ça pourrait, elle a le visage un peu bouffi, là, comme on peut voir dans les rougeoles. Alors, il y a une réaction qui est un peu confluente là, donc il va falloir se renseigner de ces vaccinations. Et le syndrome de choc toxique, ça pourrait être ça également. Pour ça, on va s'enquérir de rechercher un foyer primaire qui, à cet âge-là, est le plus souvent une brûlure. Chez les jeunes femmes, il faut se méfier du syndrome menstruel et rechercher un tampon ou une coupe. Mais c'est vrai que chez l'enfant, on va volontiers rechercher une brûlure comme foyer primaire. Alors, quelques mots sur le PIMS, puisque c'est un peu un nouveau syndrome décrit avec la Covid. Donc, c'est une réaction super antigénique, comme le choc toxique, comme le Kawasaki. Il y a des similitudes avec le Kawasaki. Ça, c'est les premiers cas qui ont été décrits en France. C'était les 150 premiers cas de 2020. Donc, ce qu'on observe, c'est que ce sont quand même des enfants qui sont plus âgés, 8 ans d'âge médian versus 3 ans pour le Kawasaki, et qui sont plus sévères, avec une atteinte myocardique qui en fait la gravité, et puis un passage en soins intensifs quand même beaucoup plus fréquent. Et ce qu'on voit, c'est que ce pic de PIMS, ici on voit les
les PIMS en histogramme, les liens confirmés en bleu foncé, et en rouge, c'est la courbe des hospitalisations. C'est pas du tout la même échelle, hein, vous voyez, tout âge confondu. Et donc, on voit bien que 4 à 6 semaines après, on a notre pic de PIMS qui suit les pics d'hospitalisation. Donc, à l'heure actuelle, donc fin octobre, il y avait un peu moins de 800 cas. L'âge médian à 7 ans et quand même 66% qui ont besoin soit de réanimation, soit d'USC. Alors, les pièges, ils sont surtout hospitaliers. Est-ce que vous, quand vous voyez des enfants comme ça en ville, vous n'avez pas envie de les garder à la maison, hein, vous nous les envoyez et à juste titre. Il faut se méfier des diagnostics différentiels et ne pas acheter trop vite, ne pas retenir trop vite le diagnostic de PIMS sans avoir éliminé d'autres affections graves, la méningococcémie, le syndrome de choc toxique et puis aussi la hémopathie et les maladies de Still. Ce sont plutôt des pièges hospitaliers. Vous nous les envoyez rapidement. Donc, c'est un petit iconographie qui vient d'un pays d'Amérique du Sud, là, hein, pour rappeler les symptômes. Et en effet, ce qui est assez marquant. Et une des particularités, c'est la grande altération de l'état général, l'énanthème, l'exanthème, puis également les douleurs abdominales qui sont beaucoup plus fréquentes que dans le Kawasaki et des enfants qui ont l'air franchement malades. Donc ça, c'est le traitement. Il faut savoir que le traitement, c'est comme le Kawasaki, avec en plus une corticothérapie dont l'efficacité a été bien démontrée. Et donc, il faut les mettre sous corticoïdes, ce qui n'est pas démontré dans le Kawasaki, avec des immunoglobulines qu'on met à débit plus ou moins élevé en fonction de leur tolérance hémodynamique. Alors, pour faire un petit point sur la maladie éruptive de l'enfant, je vous propose un arbre diagnostique illustré en parlant d'abord, non pas des plus fréquents, mais de ce qui va être le plus grave et les pièges. Donc, devant un exanthème fébrile de l'enfant, votre première question, ça va être, est-ce qu'il a un purpura? S'il a un purpura, est-ce que ce purpura est extensif, nécrotique? Est-ce que l'enfant est très altéré, a une altération également hémodynamique, auquel cas vous allez évoquer évidemment le purpura fulminans. Et on voit qu'il faut parfois bien chercher les lésions qui peuvent se cacher sur le siège, derrière les mollets. Et dans ces cas-là, c'est évidemment ceftriaxone et puis surtout appel du 15 pour médicalisation du transport. Alors, ceci dit, ce n'est pas les purpuras fébriles qu'on va voir le plus fréquemment. Les purpuras fébriles qu'on voit le plus souvent, c'est des purpuras pétéchiaux chez des enfants qui sont pas si mal, voire même très bien, mais pour lequel on est quand même embêté d'avoir ce purpura fébrile. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que globalement, purpura fébrile, c'est bilan hospitalier. Après, on verra qu'il y a quelques indications d'éruption purpurique vraiment très typiques qui peuvent faire retenir un diagnostic viral et nous faire passer de bilan. Mais il faut vraiment être sûr de soi et avoir une hémodynamique parfaite. Alors, l'enfant n'a pas de purpura. On va se poser la question des anomalies hémodynamiques, notamment à la recherche d'une fasciite, où vous allez avoir une lésion qui va être hyperalgique, une extension rapide, une nécrose profonde, des crépitations. C'est rarissime et gravissime et vous ne passerez pas à côté. L'enfant aura l'air très malade et vous n'aurez pas envie de le garder à domicile. Et il faudra l'envoyer rapidement en médicalisant le transport. Un autre diagnostic qui peut être un peu plus piège, c'est le choc toxique, notamment chez l'adolescente. C'est une photo d'une adolescente avec un choc toxique menstruel qui était hospitalisée en réanimation et on voit ce rash assez discret, diffus, avec un tableau initial qui est peu fébrile finalement, mais surtout une grande altération de l'état général, une hypotension, des vomissements, parfois une diarrhée. Liée à l'hypotension. Et donc, il faut savoir bien regarder la peau et puis évidemment adresser en milieu hospitalier. Alors, il n'y a pas de purpura, il n'y a pas d'anomalie hémodynamique. On va chercher s'il y a un décollement. Et donc, s'il y a un décollement, plusieurs diagnostics possibles. La nécrolyse épidermique, type syndrome de Steven-Johnson, dont vous voyez les lésions primitives ici avec l'érythème polymorphe majeur. Et surtout, ce qu'en fait la gravité, c'est l'atteinte muqueuse avec une kéylite très importante. Et il y a même la même atteinte au niveau conjonctivique, au niveau des conjonctives. Et donc, c'est un traitement qui est évidemment hospitalier. Et puis, l'autre diagnostic dont on doit se méfier avec le décollement cutané, c'est l'épidermolyse staphylococcique qui touche les nourrissons. Donc, vous voyez ici une atteinte chez un enfant qui devait avoir 18
18 mois, 2 ans, avec une éruption qui est beaucoup plus marquée au niveau des plis, et puis un décollement qu'on ne voit pas bien ici, mais il y avait des lésions qui décollaient au niveau du cou, donc il faut vraiment bien frotter pour voir le décollement. Et puis ici, où le décollement est vraiment évident, une éruption chez un nouveau-né, périombilical, et il avait la même lésion au niveau du talon, au niveau de son guthrie. Donc ça, c'est traitement hospitalier pour l'hydratation. Ils sont traités comme des brûlés. Ensuite, au diagnostic, il n'y a pas de décollement, pas d'anomalie hémodynamique, pas de purpura, mais l'enfant est très altéré, érythème généralisé. Eh bien, ça, il faut penser au Kawasaki ou au PIMS, mais le traitement est presque le même. Et puis, un autre diagnostic dont il faut se méfier, c'est le DRESS, qui est une allergie médicamenteuse sévère, avec notamment une hyperéosinophilie. Donc, des enfants qui vont être tout rouges, très altérés, fébriles, et pour lequel il faut rechercher la prise médicamenteuse ou les signes de Kawasaki ou de PIMS. Et puis, dernier diagnostic urgent à faire et qui peut potentiellement être sévère, c'est la dermohypodermite qui là va être marquée par un érythème douloureux localisé. La particularité chez l'enfant, c'est qu'on ne peut pas faire la différence entre staph et streptoa et que c'est pas comme l'adulte où érysipèle égale streptoa. Nous, on a aussi des dermohypodermites à staph. On peut les traiter en ambulatoire, les enfants qui ont un bon état général, qui sont peu fébriles, une bonne hémodynamique, des lésions cutanées qui sont peu extensives, peu douloureuses. On peut les traiter en les revoyant sous 24-48 heures. Donc voilà pour les diagnostics un peu piège d'urgence. Qu'en est-il maintenant du très fréquent finalement? Une fois que vous avez éliminé tout ça, vous dites ouf et on réfléchit à la lésion initiale. Vous avez ici la scarlatine que vous connaissez bien, avec un érythème généralisé, granité, plus marqué au pli, donc ça peut ressembler à un Kawasaki quand même, et puis une glossite, et puis une angine à streptoa qui vous aidera à faire le diagnostic. Érythème maculopapuleux. Donc ici, vous avez des photos d'enfants avec des rougeoles. Là, on voit, j'ai caché ses yeux, mais les yeux sont un peu larmoyants, le visage un peu souffleté. Un érythème qui commence au visage et qui s'étend vers le torse et les membres. Et puis le fameux signe de Koplik qu'on voit peu, mais quand on le voit, signe diagnostic. Et chez des enfants qui sont non vaccinés. Et donc, il faut savoir reconnaître cette infection pour laquelle on a régulièrement quelques recrudescences épidémiques. Un autre érythème maculopapuleux qui est peut-être un peu moins bien connu, celui-ci, il y a deux formes différentes. Ici, je vous ai mis les joues bien souffletées, et puis un érythème au contour pas bien défini qu'on voit également sur les membres, mais qui peut aussi gagner le torse, avec une éruption qu'on dit en arabesque ou en guirlande. On dit qu'ils ont des claques sur les joues et le sapin de Noël dans le dos. Et ça doit faire évoquer un parvovirus B19 ou un mégalérythème épidémique. Et puis, il y a une autre forme du parvovirus B19 qui est le syndrome gants et chaussettes, qui, comme son nom l'indique, a une localisation au niveau des pieds et des mains avec des lésions qui peuvent être pétéchiales. Donc, c'est là, quand je vous parlais du purpura fébrile pour lequel on peut se passer de bilan, quand vraiment vous avez une localisation qui est typique en gants et chaussettes, un enfant qui a un parfait état général, ils sont en général fébriles mais peu fébriles, une parfaite hémodynamique et puis des parents qui ne sont pas inquiets autrement que pour l'éruption. Dans ces cas-là, on peut acheter le diagnostic de syndrome gants et chaussettes lié au parvovirus B19 et se passer d'un bilan. Évidemment, au moindre doute, on ne vous en voudrait pas de nous les envoyer pour un bilan hospitalier. La seule chose dont il faut se méfier, c'est les femmes enceintes dans l'entourage, puisqu'il peut y avoir des fétopathies liées au parvovirus B19. Une autre éruption infantile qui est peut-être un peu moins connue aussi, qui est le Gianotti Crusty, qui se présente comme ça, pareil, une infiltration. Alors, c'est une éruption qui est beaucoup plus infiltrée que le parvovirus B19, qui peut parfois être prurigineuse avec des petites lésions excoriées qui prédominent au niveau des extrémités et des membres et qui disparaît en plusieurs semaines. Donc, ça peut persister. Là, on voit une éruption sur la fin. Et ici, une jolie photo qui m'a été envoyée récemment par la docteure Granjon, que je remercie. Et donc, c'est des enfants qui sont fébriles avec un contexte de virose qui explique cette éruption qui a une évolution spontanément toujours favorable. Et puis, dans les autres érythèmes spécifiques, le latérothoracique, alors on aime bien quand ces éruptions ont le nom de ce qu'elles sont vraiment. Et donc, ça, c'est également une éruption virale qui peut survenir en contexte de fièvre.
Les éruptions vésiculeuses, ça vous les connaissez bien. Le syndrome pied-main-bouche avec des lésions qui sont parfois un peu enchâssées, très douloureuses. Ça fait vraiment mal au niveau des paumes et des plantes. Et puis, il y a parfois en plus une petite myosite qui rajoute à la douleur. Varicelle et somatite herpétique sont également des lésions vésiculeuses et fébriles. Et puis, le plus fréquent, c'est quand même ça. C'est quand même la spécifique. Alors ici, une urticaire virale, mais parfois, ça ressemble à rien. Mais on a éliminé tout le reste. Et donc, on dit, ben voilà, c'est viral, ça va passer tout seul. Revenez me voir si dans 5 jours, ça s'aggrave ou c'est toujours là, ou si ça se modifie, ou si le comportement de l'enfant se modifie. Donc, dans la majorité des cas, c'est viral. Et puis, il y a quelques maladies systémiques, mais qui vont vous interpeller par l'altération d'état général, les signes associés et surtout la persistance dans le temps qui vous feront demander un avis spécialisé. J'ai beaucoup parlé. Allez, on va faire une dernière petite vignette en 2 minutes pour vous parler de Sarah qui a 5 ans, qui se présente pour des arthralgies intenses sans fièvre au niveau des genoux, des chevilles, des poignets. Elle a également des douleurs abdominales. Quel diagnostic évoquez-vous? Un parvovirus B19, un purpura rhumatoïde, une arthrite septique, une hémopathie. Et je vous laisse voter. Ok, purpura rhumatoïde, je suis d'accord avec vous, c'est le diagnostic à évoquer là en priorité. L'arthrite septique, ça va moins bien, elle n'est pas fébrile. Le parvovirus B19, on s'attend à ce qu'il y ait de la fièvre quand même. Et puis, c'est souvent des arthralgies, mais les arthrites sont quand même pas très fréquentes. Et puis, on se méfie quand même de l'hémopathie sur des douleurs très, très intenses là, pas forcément articulaires, mais osseuses. On a eu un diagnostic récent d'une enfant qui se présentait comme ça, comme un syndrome douloureux, très, très, très intense, qui nous a d'ailleurs fait évoquer un PIMS parce qu'elle était fébrile et qui était en fait une leucémie. Alors le purpura non fébrile de l'enfant, bah oui, c'est notre purpura vasculaire en pédiatrie, c'est le purpura rhumatoïde et le piège, c'est que le tableau digestif ou articulaire, il peut être au premier plan avec des lésions qui peuvent être très discrètes initialement, juste quelques pétéchies ou des ecchymoses vraiment très discrètes ou alors qui sont sur les faces antérieures des tibias pour lesquelles c'est difficile. Les localisations typiques des lésions purpura rhumatoïde, c'est déclive et souvent sur les fesses chez les enfants. Ça justifie d'un bilan, mais pas forcément hospitalier. Vous pouvez faire une numération de formule sanguine, un bilan de coagulation, dosage d'IgA et une fonction rénale. Et puis, ce qu'il faut surtout faire, c'est surveiller la tension artérielle et la bandelette urinaire et contacter la pédiatrie ou les néphropédiatres en cas d'anomalie tensionnelle ou de bandelette urinaire. Et puis, attention aux hémopathies, qu'elles soient bénignes avec le PTI ou malignes et la leucémie dans ces purpuras. Et il faut avoir la numération de formule sanguine, évidemment, très large. Alors, quelques petits mots de résumé pour ces maladies éruptives de l'enfant. Les diagnostics fréquents et bénins qui peuvent se compliquer, mais on pense particulièrement à la varicelle, en fait, avec quand même des complications cutanées dans un peu plus de 2% des cas. Et on n'a pas parlé des autres complications, notamment neurologiques. Les diagnostics urgents, mais on pense au PIM sur cette période de pandémie Covid et on en voit après chaque pic. Donc, après cette 5e vague, on va voir plus de PIMS qu'on ne voyait avant. Donc, globalement, ils ressemblent à des Kawasaki. Il faut nous les envoyer. On n'oublie pas les infections sévères, purpura, fasciite, dermohypodermite et puis les éruptions médicamenteuses. Donc, il faut bien rechercher le décollement et la prise de médicaments. Les infections cutanées bactériennes de l'enfant, c'est compliqué de savoir entre streptoa et staph doré, donc il faut viser les deux avec votre antibiothérapie. Et puis les maladies éruptives de l'enfant, c'est pas toujours infectieux. Quand c'est pas fébrile, on pense au purpura rhumatoïde, voire au PTI. Et puis quand ils sont fébriles, il y a aussi les hémopathies, les maladies systémiques, que ce soit le Kawasaki, le PIMS ou la maladie de Steele, et puis les allergies sévères. Voilà, je suis prête pour vos questions. J'ai parlé un peu vite, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Merci Élise, merci pour ces beaux cas cliniques, une belle iconographie. Donc n'hésitez pas à faire remonter vos questions. Alors on en a déjà quelques-unes là, notamment concernant la varicelle. Un des auditeurs se posait la question est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on doit traiter systématiquement, notamment il mettait est-ce qu'après un mois on traite systématiquement en cas de comptage? On ne traite pas systématiquement. En fait, là où ça peut être intéressant, la prophylaxie post-varicelle, au-delà de la période néonatale, enfin post-exposition, c'est dans les cas intrafamiliaux. On sait en fait que plus ça va dans la fratrie,
et pire va être la varicelle, en fait, hein. Probablement, il y a un effet inoculum et on sait bien que le deuxième ou le troisième, ils font des varicelles florides. Et donc, quand on a le comptage, moi, volontiers, je leur propose une prophylaxie par acyclovir au 7e jour après le comptage. Donc, il faut compter les quelques jours, les 4-5 jours avant l'éruption du cas index. Ça peut éviter quand même. Alors, il y a peu d'études, c'est vrai, sur le sujet, mais il y en a quelques-unes et qui montraient surtout que ça ne les empêche pas de s'immuniser. Et puis l'autre question sur la varicelle, c'est la vaccination, mais ce n'était pas le sujet du jour. Mais tout de même, il y a quand même plein de pays qui vaccinent contre la varicelle. Ok. Il y avait une autre question, justement, enfin, à laquelle tu as en partie répondu déjà. Quand l'éruption est profuse, est-ce que c'est plus grave? C'est pas forcément un signe d'atteinte systémique, mais par contre, c'est beaucoup moins confortable, puis ils sont plus à risque d'infection. C'est quand même pas très confortable, en fait, la varicelle, surtout quand ils font des formes très, très. Et puis, il y a un risque plus important de surinfection. Une autre question par rapport au purpura. Est-ce qu'on doit faire un dosage d'IgA dans les purpuras non fébriles? Oui, pour l'hypothèse de purpura rhumatoïde, oui. Alors, soit ça a une allure de purpura thrombopénique et vous faites un bilan, mais je pense que vous pouvez aussi facilement les envoyer pour un bilan hospitalier, parce que ils ont de toute façon un contact avec les hématologues et ils sont revus en consultation. Alors, si c'est en journée, vous pouvez appeler et puis ils sont revus en consultation. Et puis, si ça a une allure de purpura vasculaire infiltrée, déclive, oui, on dose des IgA, surtout pour l'évolution. En fait, quand l'évolution est atypique, ça permet d'avoir des arguments pour le purpura rhumatoïde. J'ai prévu de vous parler ce soir du raccourcissement des durées d'antibiothérapie. Et notamment des nouveautés dans ce domaine. Alors, ça fait des années qu'on cherche à faire absolument plus court, avec des intérêts théoriques concernant l'observance, concernant la tolérance aussi des antibiotiques. Notamment, on pourrait parler pour les personnes peut-être un peu plus âgées du risque de Clostridium difficile. La pression de sélection, plus on expose un microbiote à des antibiotiques et plus on voit émerger des résistances. Et puis, bon, ça coûte moins cher, bien que les antibiotiques ne soient pas le poste budgétaire le plus onéreux, je pense, de la pharmacopée française, mais bon, encore, ça dépend. La question étant bien sûr de garder une efficacité identique. Et donc, c'est un sujet récurrent, puisqu'en 2016, j'ai retrouvé cette diapo-là. On est à la 13e édition, mais déjà à la 8e, j'avais eu l'occasion de faire un topo sur les recommandations de la SPILF sur la réduction des durées d'antibiotiques. Alors, il y a des nouveautés depuis, puisque il y a une synthèse qui a été réalisée en mars 2021 par la SPILF, qui a repris un certain nombre de recommandations qu'elle avait déjà faites justement courant 2016, mais en les actualisant avec des données récentes de la littérature. Alors la méthodologie, elle peut être un peu lapidaire, elle peut paraître un peu lapidaire parfois, puisqu'il y a une seule durée de traitement qui est recommandée. En fait, vous savez, c'est le fameux on peut traiter 7 à 10 jours. Enfin, si on vous dit ça, qu'est-ce qui permet de faire 7 jours ou qu'est-ce qui permet de faire 10 jours? Partant de ce principe-là, eh bien, le groupe de travail a décidé de ne donner qu'une seule durée, ce qui peut paraître parfois un petit peu rude, mais au moins, ça a le mérite d'être carré. Les molécules qui sont mentionnées ne sont mentionnées que si elles s'accompagnent d'une durée particulière. Ça veut dire qu'elles ont fait l'objet d'études avec les durées en question. Ce n'est pas des extrapolations d'études réalisées avec d'autres molécules. Seules les situations courantes ont été retenues. Bon, c'est vrai qu'en plus, il faut avoir des patients pour pouvoir faire les études, etc. Et puis, un point important que j'ai encadré, les durées recommandées ne concernent que des patients avec une évolution favorable. Vous allez voir qu'il y a des pathologies où la durée d'antibiothérapie est courte, mais évidemment, c'est assujetti à une évolution favorable du patient.
Donc, ça reprend les recommandations de 2017 et j'ai choisi les nouveautés. Je vais vous montrer les liens où vous pouvez tout télécharger. Il y a beaucoup plus de situations que celles dont je vais vous parler qui sont abordées, mais j'avais peur de vous faire un catalogue indigeste, donc j'ai gardé quelques situations et puis vous aurez la possibilité d'accéder aux autres sans problème. Donc, je vais vous parler ce soir des infections urinaires, des infections pulmonaires, un peu des infections intra-abdominales, des bactériémies sur cathéter et des infections ostéo-articulaires. Comme je vous disais, vous pouvez accéder à ces recommandations sur le site infectiologie.com. Donc, c'est le site de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Et je vous ai mis, vous avez un onglet qui s'appelle recommandations. Et dans les recommandations, bien, vous pourrez trouver le diaporama sur les durées de traitement d'anti-infection. Si vous trouvez que c'est un petit peu lourd, vous avez toutes les recommandations qui tiennent sur une page, toujours sur le site infectiologie.com. Vous allez toujours dans l'onglet recommandations, vous pouvez aller sur l'onglet antibiotiques. Et là, vous allez voir, il y a des fiches qui s'appellent Info Antibio. Vous n'aurez aucun problème à retrouver la fiche Info Antibio sur les durées d'antibiotiques. Et donc, vous pouvez avoir ça sur une seule page que vous pouvez éventuellement avoir dans la poche ou accrocher sur un coin de votre bureau, sans problème. Je commence avec les infections urinaires. Les infections urinaires, on a l'habitude, tous les 2 ans, il y a des nouvelles recommandations. Il faut dire que ça fait partie des infections parmi les plus fréquentes en pathologie communautaire et que finalement, il y a toujours des études qui permettent d'affiner un petit peu les connaissances. Pas forcément toujours facile à suivre, mais... Alors, juste un rappel sur les facteurs de risque de complications, parce que je vais en parler un petit peu après. Qu'est-ce qu'on appelle facteur de risque de complications dans les infections urinaires? C'est tout ce qui n'est pas cystite simple, les infections de l'homme, la grossesse, les anomalies organiques ou fonctionnelles de l'arbre urinaire, les insuffisances rénales sévères, les immunodépressions sévères, les sujets âgés, soit plus de 65 ans fragiles, avec au moins 3 critères de la classification de Fried, soit plus de 75 ans. Et je vous rappelle que le diabète n'est plus considéré comme un facteur de risque de complications. Et donc, si on prend les cystites, eh bien, des nouveautés dans les cystites simples. Alors, phosphomycine, trométamol, ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a des recommandations là-dessus. Par contre, sur le pivméthylinam et la nitrofurantoïne, où on était sur des durées de traitement de 5 jours pour l'instant dans la cystite, vous voyez qu'on est passé à 3 jours. De même pour les cystites aiguës sur sonde urinaire. Alors, ce passage à 3 jours correspond à un alignement sur les recommandations de la Société européenne d'urologie, ainsi que sur les sociétés de pathologie infectieuse allemandes et anglaises, basées sur des études qui ont montré que 3 jours faisaient aussi bien que 5 jours dans les cystites simples. Dans les cystites à risque de complications, on est toujours à 7 jours, sauf avec trimétoprime, sulfaméthoxazole, où on peut traiter un petit peu moins longtemps à 5 jours. Alors, sur l'infection urinaire masculine, alors la prostatite, c'est 14 jours, depuis déjà les dernières recommandations, mais on va en reparler un petit peu. Et puis, il y a un concept intéressant qui est développé, qui est celui de la cystite-like masculine. Vous savez qu'il y a le fameux dogme qui dit que toute infection urinaire chez l'homme est une prostatite. Vous avez sans doute l'expérience, mais chez des patients plutôt âgés, plutôt fragiles, on voit régulièrement des infections urinaires pas très symptomatiques qui se manifestent simplement par des signes fonctionnels urinaires. Il n'y a pas de fièvre. Si on fait un TR, il n'y a pas de douleur. Et ça ressemble quand même très, très fort à la cystite. Et moi, avec des patients qui étaient régulièrement, qui présentaient régulièrement ces symptômes, j'avais craqué à plusieurs reprises il y a quelques années en essayant des traitements plus courts. Et donc, on va voir que c'est validé maintenant. Donc sur des signes d'infection urinaire sans fièvre, sans facteur de risque de complications. Donc vous voyez, c'est assez bordé quand même dans les recos. Pas d'uropathie, pas d'hypertrophie prostatique, pas de lithiase, pas d'immunodépression.
Et chez ces patients-là, eh bien, il y a une étude publiée récemment dans le JAMA qui a montré que 7 jours faisaient aussi bien que 14 jours. Alors, cette étude-là, elle a été réalisée avec des antibiotiques à bonne diffusion urinaire, hein, comme la ciprofloxacine ou le cotrimoxazole, chez des hommes qui étaient donc apyrétiques et avec des taux de succès similaires, que ce soit dans la durée 7 jours ou dans la durée 14 jours. Il y a même, alors tout ça pour vous rappeler donc que c'était des patients qui n'avaient pas de signes de prostatite au sens où on l'entend habituellement, pas d'uropathie, pas d'hyperplasie, etc. Euh, et il y a même une étude qui a montré sur un nombre important de patients qu'on pouvait traiter cette pathologie avec du pivmécilinam. Pivmécilinam qui n'a pas du tout une bonne diffusion parenchymateuse, hein, c'est un antibiotique de cystite. Et donc, une étude qui a montré que on pouvait traiter ces cystites-like masculines avec 5 jours de pivmécilinam et que c'était aussi efficace que 7 jours sans augmentation des récidives. Donc, vous voyez quand même des nouveautés importantes dans le domaine. Alors, est-ce qu'on peut traiter une prostatite moins de 14 jours? Vous savez que, enfin, moi, j'ai commencé mes études, c'était 6 semaines systématiquement, et puis après, au fil des années, ça a eu tendance à baisser. Et puis, on est arrivé actuellement à 14 jours sous réserve qu'il n'y ait pas d'uropathie obstructive. Et donc, il y a eu un PHRC mené pour savoir si 7 jours d'un traitement à bonne diffusion prostatique, hein, fluoroquinolone, Bactrim en cas de sensibilité, faisait aussi bien que 14 jours. Eh bien, la réponse, c'est non, puisque il y avait seulement 64% de guérison dans le groupe 7 jours, contre 96% dans le groupe 14 jours, cette fois dans un essai qui concernait des prostatites avérées. Hein. Enfin, le terme fébrile est souligné volontairement, hein, on était sur des tableaux de prostatite. Et donc, sur les prostatites, même avec des antibiotiques à bonne diffusion, on ne peut pas descendre à l'heure actuelle en dessous de 14 jours. Alors, les infections pulmonaires, il y a des nouveautés aussi assez importantes, hein, sur les durées d'antibiotiques. Hein. Ça fait des décennies qu'on réduit progressivement les durées d'antibiotiques dans les infections pulmonaires. Et justement, dans la pneumonie aiguë communautaire, les recommandations de la SPILF nous disent que si une pneumonie aiguë présente une amélioration clinique au moment de la réévaluation à J+3, c'est-à-dire avec un patient chez qui on a obtenu la pyrexie et l'amélioration des signes vitaux, eh bien, on peut se permettre de traiter 5 jours. Par contre, on est toujours sur 7 jours s'il n'y a pas d'amélioration à J3, avec une durée maximale de 7 jours dans les pneumonies communautaires, exception faite de la légionellose, hein, légionellose qui est toujours à 14 jours, sauf avec l'azithromycine qui, grâce à sa demi-vie extrêmement longue, permet de ne traiter que 5 jours. Vous voyez que sur les pneumonies aiguës communautaires hospitalisées en réa également, chez un patient qui s'améliore cliniquement, on est sur des durées de 7 jours. Tout ça rejoignant le fait qu'on, même les pneumonies acquises sous ventilation, on les traite actuellement 7 jours. Donc, 5 jours. Et il y a eu un addendum qui a été ajouté à cette recommandation, hein, un commentaire, puisque depuis la finalisation de la recommandation, il y a une nouvelle étude qui a été publiée, dont je vais vous parler tout de suite après, qui a montré que 3 jours sont suffisants en cas d'évolution favorable. Donc, vous voyez, c'est quand même assez révolutionnaire. Cette étude, elle a été publiée elle a été coordonnée par mon collègue Aurélien Dean de Garches, qui a montré donc sur des patients qui étaient sélectionnés aux urgences, qui étaient randomisés à J3 après avoir reçu 72 heures soit de C3G, soit d'amoxacide clavulanique. Eh bien, pendant 5 jours, soit on poursuivait l'antibiothérapie, soit on les mettait sous placebo. Et donc, les patients étaient évalués à J8, J15, J30 sur leur guérison et surtout l'absence de récidive. Alors, il y avait des critères d'exclusion qui étaient assez importants quand même, hein, parce que
bon, pour des raisons évidentes. Il fallait pas que ça soit des pneumonies communautaires sévères ou compliquées, donc pas de choc septique, pas de réa, pas d'insuffisance respiratoire chronique sévère, pas d'immunodépression. Les patients devaient avoir reçu 3 jours au total et pas plus. Les patients ne devaient pas recevoir de bithérapie. Si on le suspectait une légionellose, ils étaient exclus. On excluait également les insuffisants rénaux sévères, les allergies évidemment, les pneumonies liées aux soins et les suspicions de pneumopathie d'inhalation. Et donc, les résultats, eh bien, vous voyez dans le petit encadré bleu en haut à gauche que vous avez un taux de guérison qui soit en intention de traiter ou per protocole qui est similaire. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de différence significative. 77% versus 67,5% et 77,9% versus 68,5%. 32 échecs dans le groupe 3 jours, 46 dans le groupe 8 jours. Encore une fois, ce n'est pas significatif. Quand même 26,8% d'échecs, mais dans l'ensemble de l'étude et pas dans le groupe uniquement durée raccourcie. Et les facteurs de risque d'échec en analyse multivariée, eh bien, il n'y en avait qu'un qui ressortait finalement, c'était le fait d'avoir un âge supérieur ou égal à 65 ans. Pour ce qui est des autres infections respiratoires basses, l'exacerbation de BPCO, c'était déjà 5 jours. Par contre, pour les pleurésies purulentes, où on avait tendance à traiter de manière assez longue, sur des durées de 4 à 6 semaines, eh bien, la recommandation maintenant est de traiter 15 jours après la dernière évacuation pleurale, si l'évolution est favorable. Patient apyrétique qui améliore ses constantes vitales. Donc ça aussi, c'est une nouveauté assez importante en termes de durée d'antibiothérapie. Quelques mots sur les infections abdominales maintenant, parce qu'il y a pas mal de choses. Et puis, c'est vrai qu'on n'est souvent pas très, très à l'aise dans les infections abdos. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, pas toujours, parce qu'on manque parfois un peu de données. Donc, là, il y a un certain nombre de prises de position basées sur des études de la littérature, notamment sur les cholécystites. Bon, on savait qu'une cholécystectomisée non compliquée, c'était moins de 24 heures d'antibiotiques. Qu'une vésicule perforée cholécystectomisée, on est sur 3 jours maintenant. C'est quelque chose d'important en termes de raccourcissement. 7 jours en cas de drainage percutané. C'est vrai que quand on draine les vésicules, notamment par voie radiologique, on n'est jamais très bien sûr des durées d'antibio. Donc 7 jours et 7 jours si la vésicule est non opérée ou non drainée. Donc 7 jours également. Pour l'angiocolite, pareil, on avait tendance à traiter un petit peu longtemps, et y compris notamment s'il y avait une bactériémie associée. Donc, une angiocolite avec un drainage efficace maintenant, c'est 3 jours post-drainage. Bon, pour les appendicites, on savait que l'appendicite, elle s'opère, elle ne se traite pas par antibio, et donc c'est moins de 24 heures d'antibio. S'il y a un traitement non chirurgical, on est sur 7 jours, parce qu'il y avait eu des études il y a quelques années qui montraient des traitements de l'ordre d'1 mois, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur le microbiote, les effets secondaires et la sélection de résistance. Pour ce qui est des bactériémies sur cathé, là encore, des choses importantes. Sur les bactériémies sur cathé à staphylocoque blanc, on avait eu tendance à réduire pas mal les durées d'antibio, notamment quand le malade devient apyrétique et que les hémocs ne poussent plus quand on enlève le cathé, ce qui est quand même le plus souvent le cas. C'est rare qu'on garde un cathé sur une bactériémie sur cathé. Et donc, sur les staphylocoagulase négatives, vous voyez qu'on est sur des traitements très courts maintenant, de l'ordre de 3 jours, si apyrexie et ablation du matériel endovasculaire, voire même, là c'est sur avis spécialisé, parfois on peut peut-être se contenter uniquement de l'ablation du cathéter. Ce sera peut-être la prochaine
la prochaine phase, mais en tout cas, 3 jours, on est déjà sur des durées extrêmement courtes. Et donc, on a aussi des données, mais qui datent d'il y a quelques années, hein, des recommandations de la Société américaine de pathologie infectieuse, qui recommande déjà sur les streptos et les entérocoques des traitements de 7 jours. Et puis, sur les bacilles à grammes négatifs, on s'est aligné sur les durées de traitement des bactériémies à grammes moins, qui sont maintenant de 7 jours. Seule exception, le staphylocoque doré, staphylocoque doré qui garde son statut de bactérie un petit peu particulière du fait de la possibilité de greffe à distance. Il y a bien sûr le problème éventuel de l'endocardite, etc. Et donc, on est toujours sur 14 jours en cas d'évolution favorable à pyrexie obtenue à l'ablation du cathé, les hémocs qui s'arrêtent de pousser, etc. Et 21 jours en cas de thrombophlébite septique. C'est une donnée importante puisqu'on était plutôt sur des durées de 4 à 6 semaines sur les thrombophlébite septiques jusqu'ici. Pour le candidat, on est sur 14 jours de traitement sous réserve que les hémocultures s'arrêtent de pousser également. Donc voilà. Donc le point fort, c'est quand même staph acoagnèse avec un traitement limité à 3 jours. Pour les infections ostéo-articulaires, là encore, pas mal d'actualité. C'est un domaine où les études sont rares et donc on peut se féliciter qu'il y ait des données qui sortent parce qu'on est le plus souvent quand même sur des choses très empiriques. Et sur le pied diabétique, c'est des données qu'on applique depuis un bout de temps, mais qui ne faisaient pas consensus jusqu'ici. Pour vous rappeler qu'une ostéite du pied diabétique qui ne fait pas l'objet d'une amputation, c'est 6 semaines de traitement, ça reste une ostéite. Ostéite avec amputation jugée complète sans argument pour une infection de la peau et des tissus mous. Alors typiquement, c'est le patient qui a une infection sévère d'un pied et qu'on va amputer à distance de l'inflammation de la peau et des parties molles, où là, on se contente de 48 heures de traitement post-op. Pour vous donner un exemple, amputation sous le genou pour un pied catastrophique, 48 heures post-opératoire. Par contre, pour les chirurgies plus limitées, mais où l'amputation est jugée complète, et notamment jugée complète grâce à des prélèvements dits en zone saine, c'est pratique courante. Maintenant, le chirurgien fait un prélèvement au niveau de la tranche de section, côté jugé sain. Et si l'amputation est donc jugée complète parce que la zone saine ne pousse pas, mais que la peau autour est inflammatoire, eh bien, on va traiter comme une infection de la peau et des parties molles avec 7 jours post-opératoires. De même, si on a une infection de la peau et des tissus mous sans ostéite, alors chapitre spécifique, mais je peux vous dire sans trop de surprise que c'est 7 jours également. Pour les arthrites et les spondylodycites, alors, ça va peut-être bouger dans les années qui viennent. Pour l'instant, on est encore sur on est sur les articulations natives. On ne parle pas des prothèses sur cette diapo-là. On est encore sur des durées relativement longues pour le stade doré, à 6 semaines, 4 semaines sur les streptocoques. Nous, de manière un peu empirique, on aurait tendance à aligner un petit peu les 2 durées de traitement, plutôt partir sur 4 semaines, sauf évolution lentement favorable. Le gonocoque, c'est un peu particulier. C'est un germe qui, quand il est sensible aux antibiotiques, est très sensible. Donc, on est sur 7 jours. Mais vous voyez, par exemple, dans le domaine de la chirurgie de la main, quand on est sur une arthrite septique, des petites articulations de la main et que le chirurgien a lavé, ce qui se passe le plus souvent pour les patients qui passent entre les mains d'un chirurgien de la main, eh bien, on a des traitements courts de l'ordre de 14 jours sur ces petites articulations. C'était déjà fait de manière routinière dans les centres spécialisés et donc c'est validé dans ces recommandations. Sur les spondylodycites sans matériel, il y a une étude qui a quelques années maintenant qui a montré que 6 semaines faisaient aussi bien que 12 semaines. Donc voilà, ça ne fait que reprendre le résultat de cette étude.
Alors, sur les arthrites natives, il y a un PHRC qui recrute actuellement. Alors, qui dit recrutement en cours fait qu'on aura probablement la réponse que dans quelques années, mais qui teste un traitement antibiotique court de 3 semaines versus 6 semaines dans les arthrites septiques sans matériel de l'adulte, avec essentiellement plutôt des grosses articulations, alors beaucoup de genoux. Mais donc, on aura peut-être une réponse pour savoir si on peut traiter moins de 6 semaines, voire même moins de 4 semaines, notamment dans des arthrites à staphylocoque doré. Mais bon, réponse dans quelques années. Alors, sur les infections de prothèses ostéo-articulaires, la mauvaise surprise, ça a été le résultat de cette étude dont le promoteur était le professeur Louis Bernard de Tours, donc étude française, grosse étude française, multicentrique. La plupart des centres qui font de l'infection osseuse ont participé. Et donc publié dans le New England et qui a montré en fait que 6 semaines n'était pas non inférieur à 12 semaines. 6 semaines, c'est moins bien que 12 semaines dans les infections sur prothèses ostéo-articulaires, avec une persistance de l'infection à 2 ans dans 18% des cas si le patient a été traité 6 semaines versus 9,4% des cas seulement si le patient a été traité 12 semaines. Donc là, c'était clairement l'échec. Alors, la vérité, elle est peut-être entre 6 semaines et 12 semaines. Il faut maintenant essayer d'affiner. Est-ce que tout le monde nécessite 12 semaines? Est-ce que, en fonction du type de chirurgie, du type de terrain, du type de germe, mais ça reste à affiner. Il y a peut-être des traitements, des patients qu'on peut traiter moins de 12 semaines. Mais en tout cas, dans cette étude, les résultats ne permettent pas de passer sous les 12 semaines. Alors, si je résume un petit peu les nouveautés, donc dans les urines, 3 jours dans les cystites simples ou pure sonde, ce concept de cystite-like masculine, donc infection urinaire masculine sans fièvre, sans signe de prostatite, où on peut traiter 7 jours. Pour ce qui est des infections respiratoires, donc une recommandation pour les pneumonies qui sont apyrétiques avec l'amélioration des signes vitaux à J3 de 5 jours, voire 3. Peut-être à affiner dans les années qui viennent sur les patients les plus âgés. Mais en tout cas, clairement, on a le feu vert pour les pneumonies qui évoluent bien rapidement. Pour la pleurésie purulente, 14 jours post-drainage. Pour les infections abdominales, donc l'angiocolite drainée uniquement 3 jours. Ça, c'est pareil, c'est assez nouveau. Pour les bactériémies, donc staph blanc surcaté avec ablation et apyrexie, 3 jours seulement également. Et puis pour l'ostéo-articulaire, donc pied diabétique amputé en zone saine, 7 jours en cas d'infection de la peau et des parties molles. Pour les arthrites des petites articulations de la main avec lavage, 14 jours. Puis quelques flops, la prostatite, donc pas moins de 14 jours, et l'infection sur prothèse ostéo-articulaire, toujours 3 mois pour l'instant. Je fais un peu de pub aussi pour le site qui a été totalement remanié, un site que vous connaissez, un site de Medcal, donc qui est maintenant le site de Medcal et du Centre régional d'antibiothérapie des Pays de la Loire, où vous pouvez trouver pas mal de ressources, de liens vers vers des publications, des recommandations, les données d'adaptation des antibiotiques en cas d'insuffisance rénale, les antibiothérapies chez la femme enceinte, etc., etc. Pas mal de fiches, vaccins, voyages, etc. Donc, je vous le recommande. Le site est nouveau, il est très très bien fait et très très pédagogique et facile d'utilisation. Alors, je remercie les intervenants, donc professeur Élise Launay, malheureusement, Raphaël Mailleux, donc pouvait pas être présent et encore une fois, on pense très très fort à lui. Et puis, merci énormément aux organisateurs de Medcal et du Centre régional d'antibiothérapie, notamment Sonia Juvelin, qui a
œuvré très fort pour cette soirée. Et puis, les médecins qui bossent au centre régional, le docteur Hélène Cormier, le docteur Élodie Mboula, le docteur Willy Boutefol et le docteur Cyril Lecomte. Et puis, pour la logistique vidéo, Jean-Paul Alves de Société 021 Prod qui s'est chargé de l'enregistrement de façon à ce que vous puissiez disposer du replay quand vous le souhaitez. Quel bilan de coag précisément dans les PIMS? Ça va me permettre de checker les autres questions. Alors, on fait TP-TCA dédimère fibrinogène. Encore une question pour toi, Elise. Ah oui, intérêt du streptotest sur des lésions surinfectées pour distinguer staph ou strepto. Oui, c'est une très bonne question. En effet, je n'en ai pas parlé, mais oui, on peut faire ça. Un streptotest sur la lésion pour permettre de distinguer. Alors, on ne le fait pas sur les infections sévères. On a du mal quand même à restreindre le spectre, mais sur une infection qui débute peu sévère, ça permet d'éviter la ciclavule anique et on est quand même beaucoup moins large. Et donc, c'est une très bonne idée. Ça marche aussi bien sur les vulvites et les anites. On peut faire des streptotests pour objectiver la nita streptoa, par exemple. C'est super intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et en termes de validation, tout ça, il y a du… Oui, en fait, c'est de la validation empirique, je suis bien d'accord. Alors, sur les anites, je pense qu'il y a des… Ça a été testé. Sur la varicelle, je ne suis pas sûre qu'il y ait des études. On ne le fait pas sur les infections sévères parce que on va passer à côté. Puis, ça peut être de la colonisation cutanée aussi, mais dans un contexte de varicelle où on sait quand même que le streptoa et la varicelle font mauvais ménage. On peut faire ça, oui. D'accord, c'est hyper intéressant. Il faut qu'on commande aussi des trodes. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je vais conseiller aussi à nos collègues proctologues aussi qui sont confrontés à des anites bactériennes. Ouais. Tout à fait. Il y a d'autres questions. Il y avait une question sur la rougeole. Je crois qu'on m'a fait suivre la question. Que faire si suspicion de rougeole? Alors, s'il y a une suspicion clinique forte, il faut déclarer. Vous n'avez pas besoin d'avoir la confirmation. Il faut demander un test de confirmation. Le plus simple, ça reste la sérologie. Alors, le plus simple, ça c'est des fois chez les enfants, ça peut être compliqué. Mais si vous faites un test salivaire, ça peut prendre plus de temps. Puis, c'est pas fait partout. C'est fait au CNR et c'est fait dans les CHU. Je pense en Angers et Nantes le font. Mais il faut pas attendre. Il faut pas attendre la confirmation pour la déclaration, puisque c'est ce qui va lancer l'enquête autour du cas qui nous a un peu occupés il y a 3 ans. Là. On avait eu des cas dans la salle d'attente des urgences pédiatriques. C'était un bonheur. Oui, je me souviens très bien de cette histoire. Il y a eu des cas aussi. Et donc, c'est ça. Et donc, on a eu quand même des retards vaccinaux de prix, alors qu'on a un peu rattrapé, mais les confinements et l'absence de consultation de certains enfants font qu'il faut vraiment être attentif là, au carnet de santé. Et puis là, on craint un peu la recirculation des virus. Parce que si ça se passe pour les autres virus, comme pour le VRS, on va avoir un salivaire. D'accord. Alors, faut-il mettre des antibiotiques en cas de kyste sébacée surinfectée, incisée et méchée? Alors, ça, j'imagine que c'est peut-être bien pour moi. Alors, ça dépend un petit peu des parties molles. Hein, là encore, si vous avez par exemple, si je prends, je sais pas, certains kystes, notamment les kystes pilonidaux, enfin des choses comme ça. Souvent, le drainage chirurgical, sous réserve qu'il soit complet, suffit. Par contre, si vous avez une inflammation des parties molles autour, faut pas hésiter effectivement à traiter. Dans ce cas-là, 5 jours d'antibiotiques suffisent. Savez-vous pourquoi la durée de traitement, c'est pour toi, des OMH chez l'enfant de moins de 2 ans a été augmentée à 10 jours versus 5 jours au-delà de 2 ans? C'est augmenté pour les compliqués, pour celles qui sont perforées, parce que c'est celles où il y a le plus de biofilms, en fait. Alors, il y a eu des études randomisées, pour le coup, sur la durée à partir de 6 mois.
Et donc, 5 jours font moins bien que 10 pour les moins de 2 ans, en cas d'otite récidivante et puis en cas d'otite perforée. Et donc là, on ne peut pas réduire à cause du biofilm, en fait, où c'est des infections un peu chronicisées avec une réaction inflammatoire qui n'est pas aussi performante que dans une pneumonie ou dans une méningite à méningo. D'accord. Alors vous avez peut-être vous avez peut-être émis des recommandations, mais c'est vrai que notamment les recos de la HAS, je crois que c'est encore 10 jours en dessous de 2 ans, si je ne me trompe Oui, pas. c'est ça, hein, c'est 10 jours en dessous de 2 ans. Oui, on ne Ouais, raccourcit ok. pas les traitements, hein. Non, non, D'accord, pour la ok. statistique et c'est randomisé qui montre que ça fait moins bien de faire D'accord, ça. bon, ok, Donc, très oui, bien. l'idée, c'est qu'on ne raccourcit pas le traitement chez les petits. D'accord. Alors, une question auquel je vais pouvoir répondre facilement. Pourquoi les RCP de ces antibiotiques n'ont pas été révisés au vu de ces résultats? C'est assez simple, les RCP, c'est les industriels. Donc, c'est eux qui demandent à réviser leur RCP. Donc, voilà. C'est une démarche de l'industrie. Si vous avez des antibiotiques qui sont tombés dans le domaine publics ou qui sont génériqués depuis longtemps, effectivement, vous restez sur des vieilles données. Hein. Ça, c'est assez simple. Alors, est-ce que l'antécédent de lithiase urinaire est un facteur de risque de complications pour les cystites de la femme? Alors, l'antécédent, non. Et les, enfin, si vous avez des lithiases avec des phénomènes obstructifs, effectivement, on sait qu'il y a un biofilm qui peut se déposer sur les lithiases et donc ça peut être un facteur de risque, effectivement. Mais si vous avez, le fait d'avoir un antécédent et de ne plus avoir de calcul n'est pas un facteur de risque de complications. Nitrofurantoïne dans les cystites simples n'est pas mentionné dans antibiotiques pour les cystites simples. Eh bien, écoutez, il faudra qu'on discute avec Antibioplique. Hein. C'est pour les mises à jour. Il y a un gros travail qui est fait pour se tenir. On verra ça avec eux. Sachant que la nitrofurantoïne, c'est quand même dans la cystite simple, c'est de la troisième intention. Hein. C'est phosphomycine, trométamol, pivmécylinam et nitrofurantoïne qui apparaît en troisième position. Pour une prostatite cliniquement évidente pour laquelle il n'y a pas de germe à l'ECBU, quel antibio de référence et quelle durée? Alors là, c'est chaud. En gros, vous allez être un peu dans le souci. Hein. L'antibiothérapie de référence, c'est les furoquinolones. Les furoquinolones, globalement, si on prend l'Escherichia coli, vous avez moins de 10% de résistance en résistance primaire, sauf si les patients ont reçu des furoquinolones dans les 6 derniers mois, auquel cas on peut atteindre jusqu'à 25% de résistance primaire. C'est quelqu'un qui reçoit des furoquinolones régulièrement, il y a un risque que ça ne marche pas. Et donc, dans ce cas-là, on va se rabattre sur une C3 injectable, mais on est un peu coincé si on n'a pas de germe identifié parce qu'on ne pourra pas passer à une C3 orale. Hein. Ça ne va pas bien diffuser, pas suffisamment dans la prostate. Sinon, on tente un traitement avec une fluoroquinolone si vraiment on n'a pas de germe et on voit si ça marche. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà, si pas de furoquinolone dans les 6 derniers mois, on peut tenter la furoquinolone. Sinon, c'est 3 injectables type ceftriaxone. Et prostatite, c'est un peu la même question. Hein. Ayant nécessité qu'on commence un antibio avant le résultat de l'ECBU et pour laquelle on a commencé une quinolone, est-ce qu'il y a intérêt à rétrograder alors que 4 jours pris? Alors, dans les prostatites, globalement, on rétrograde pas beaucoup. Hein. C'est 14 jours, si vous prenez les recommandations, c'est avec les furoquinolones ou le cotrimoxazole. Voire une C3 injectable si ce n'est pas sensible à un de ces deux antibiotiques. Mais il faut quand même garder des antibiotiques à bonne diffusion prostatique. Et globalement, le Bactrim, le cotrimoxazole, on sait que les taux dans la prostate sont 3 fois supérieurs aux taux sériques. Avec les furoquinolones, c'est pareil, on est à 5-6 fois les taux sériques. Par contre, dès qu'on passe à d'autres antibiotiques comme les bêta-lactamines, on tourne plutôt autour de 25-30% de ratio entre la prostate et le sang. Alors, quand on n'a pas le choix, on le fait. Hein. Ça nous arrive de traiter des prostatites à entérocoque, à amox. Dans ce cas-là, on met des fortes doses. Et je vous ai parlé de la ceftriaxone. Ceftriaxone, c'est vrai qu'on injecte de telles doses
on a de telles concentrations avec 1 gramme de ceftriaxone qu'on arrive à en avoir quand même plein dans la prostate. Mais en fait, on n'a pas trop de possibilité de rétrograder à cause de ça. Et si vous n'utilisez pas une fluoroquinolone ou le Bactrim, dans ce cas-là, c'est pas possible de traiter 14 jours. Hein. Il faut rallonger la durée de traitement à au moins 3 semaines. Petite méfiance aussi sur amoxicillin. Amoxicillin et prostate, c'est pas terrible. Hein. L'acide clavulanique, c'est 0% de pénétration dans la prostate. Donc, vous faites pas avoir. Hein. Donc, un colis qui serait sensible à l'amoxiclav et pas à l'amox, si vous mettez amoxiclav, c'est comme si vous faisiez rien. Est-ce que l'augmentin peut avoir sa place dans un cystite-like de l'homme en cas de non-test de la pivmécillinam et de résistance fluoroquinolone et Bactrim? Alors, oui, si c'est sensible. Oui, ouais, bien sûr. Vous avez vu qu'on utilise sur ces cystites-like des antibiotiques qui n'ont pas forcément une bonne diffusion dans la prostate. Hein. On considère qu'effectivement, on n'est pas sur des traitements prostatiques et donc, tout à fait, on peut mettre des traitements. Ça nous arrive même de mettre du monuril. Alors, c'est un schéma un peu particulier. Hein. On fait J1, J3, J5, mais ça nous arrive. Alors, s'il n'y a pas d'évolution favorable à 3 jours, est-ce qu'on ne doit pas plutôt réévaluer l'antibiothérapie plutôt que de poursuivre? Si, c'est une excellente question. Alors, si on n'évolue pas bien à 3 jours, c'est soit parce qu'on est tellement fatigué, avec un système immunitaire fatigué aussi, que bof, ça ne s'améliore pas terrible. Hein. Un patient âgé qui a des troubles de déglutition, qui n'arrive pas à drainer ses bronches. Mais de toute façon, oui, il faut réévaluer. Oui, il peut y avoir une complication derrière. Soit c'est pas le bon germe, soit il y a une pleurésie. Il faut de toute façon toujours réévaluer. Les schémas qu'on vous donne, encore une fois, ils sont un peu. C'est pour vous donner un schéma directeur, pour vous dire qu'on peut le faire et qu'on peut le faire en cas d'évolution favorable. Mais quand ça évolue pas bien, on réévalue, bien sûr, hein, toujours. Hein. J'ai peut-être juste une source que je ne vous ai pas donnée. Il y a des sources en pédiatrie sur les éruptions fébriles de l'enfant qui sont très bien faites, qui sont faites par l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. C'est un urgentiste qui a fait ça. C'est des petits dessins de petits bonhommes avec les localisations de l'éruption, l'évolution. Et donc, ça tient en une page A4. Et c'est des iconographies un peu comme celle que je vous ai montrée là pour le PIM. C'est très bien fait. Si vous tapez sur Google éruption fébrile Sainte-Justine, vous allez tomber dessus. Et puis, il y a également un pas à pas. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être le site des pas à pas en pédiatrie. C'est assez pratique. Et il y a un pas à pas éruption fébrile qui ressemble un peu à l'arbre que je vous ai présenté, qui avait été fait par des gens de valeur, puisque c'était Georges Pichereau et Sébastien Barbaro qui l'avaient fait. Oui, tout à fait. Alors, Georges, qui est parti à la retraite maintenant, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui se souviennent de Georges, et qui était le chef de service de la Pédia, et puis Sébastien qui est toujours là, heureusement, qui est plus jeune. Alors, j'ai reçu quelques questions quand même dans l'intervalle. Quelle antibiothérapie dans la cystite chez la femme jeune avec une BU sans nitrite? Alors, effectivement, dans la BU, quand on avait une BU sans nitrite, on avait coutume un peu de dire que il faut se méfier du Staphylococcus saprophyticus, qui bien sûr ne synthétise pas de nitrite, hein, puisqu'il c'est pas une entérobactérie, bien évidemment. Alors, le problème, c'est qu'il y a plein de faux négatifs hein, sur les nitrites, les mictions répétées, enfin à court intervalle. Les femmes qui boivent beaucoup, éventuellement, du fait des symptômes de cystite, etc. Donc, c'est beaucoup moins formel que ça. Hein. Une bandelette urinaire avec des locaux sans nitrite, c'est pas forcément un staph saprophyticus. Je ne sais pas si, Élise, toi, tu as des choses là-dessus, si vous en voyez. Nous, en pédiatrie, c'est l'entérocoque, et puis les tout petits qui sont les moins de 3 mois, là, qui n'ont pas toujours ce qu'il faut pour transformer les nitrates en nitrites. Mais Ouais. Le seul truc que je vous rappelle avec le monuril, c'est qu'il faut bien le prendre à distance des repas, hein, parce que si vous le prenez au moment des repas, vous perdez
une bonne partie du produit. Donc, c'est 2 heures après un repas ou avant les repas, mais il faut bien respecter ça. Qu'en est-il du traitement d'une cystite récidivante? Se base-t-on sur les modifications apportées aux cystites simples? Alors, cystite récidivante, on n'est plus trop, enfin, ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle cystite récidivante. On est plutôt sur enfin, quand on a des récidives fréquentes, on est plutôt sur des cystites, on va dire, compliquées. Et sinon, si elles sont très récidivantes, ben, c'est la place pour la prophylaxie. Hein. Euh, Après, enfin, j'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Enfin, il y a des cystites récidivantes qu'on traite au Menuryl. Ça dépend un petit peu de la fréquence, du terrain. J'avoue, je ne peux pas vous donner une réponse univoque. Hein, mais qu'en est-il de la céfotaxime versus ceftriaxone, notamment dans les infections urinaires? C'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est juste que céfotaxime, c'est moins facile d'utilisation, mais le spectre, c'est exactement la même chose. Céfotaxime, ça a une demi-vie courte, 1h20 versus 5 heures pour ceftriaxone. Donc, ceftriaxone, c'est 1 fois par jour. Céfotaxime, c'est 3 fois par jour. Voilà, c'est pas les mêmes posologies. Hein, surtout, faites pas 1 gramme 1 fois par jour de céfotaxime. Voilà, mais après, le spectre, c'est exactement le même. Hein, c'est juste utilisation moins simple. Alors, l'utilisation fréquente de fluoroquinolone peut-elle retarder le diagnostic d'une tuberculose? Ouais, enfin, c'est une question qu'on se pose de temps en temps. Oui, ça peut peut-être gêner la pousse, mais c'est pas prouvé en fait. Hein. Voilà, ça nous arrive hein, d'avoir des pneumonies traitées par fluoroquinolone qui s'avèrent en fait être des tuberculoses. On n'a pas, il y a pas de preuve hein, que ça. En tout cas, ça va pas suffire à négativer une culture, ça c'est sûr. Le risque, c'est qu'éventuellement, vous ayez un BK qui devienne résistant au fluoroquinone si le traitement a été suffisamment long, mais il n'y a aucune preuve là-dessus, hein, sincèrement. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Hein. Concernant les SE3G, la voie IM et la voie IV, est-ce qu'on peut utiliser les deux dans la prostatite? Ben là encore, ça dépend de ce que vous utilisez. Ceftriaxone, vous pouvez l'utiliser sous cut ou IM, sans problème. Hein, et la diffusion sera exactement la même, la pharmacocinétique sera grosso modo la même, avec un pic peut-être un peu moins, comment dire, rapide, mais ça, globalement, ça ne change rien. Donc ça, c'est pour la ceftriaxone. Pour le céfotaxime, pas d'expérience, parce que la pharmacocinétique ne permet pas trop l'utilisation en IM, hein, parce qu'il faut 3 injections par jour. Alors, les infections urinaires, ça inspire beaucoup. Nous recommandons fluoxacine pour infection urinaire masculine, car nous réservons aussi flox opio. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est un truc qu'on a appris il y a pas mal d'années, ça, qui était aussi un argument très marketing, je dois vous dire. Hein. C'était Bayer, à l'époque, qui... Non, non, c'était l'inverse, il disait l'inverse, mais... Ouais, je n'ai pas de religion là-dessus parce que je pense on peut faire de la sélection de Pio aussi avec autre chose que de la ciprofloxacine et il n'y a vraiment pas de preuve. Hein. C'est un concept qui est plus théorique que vraiment étayé, sincèrement. Mais effectivement, on disait ça dans le temps, parce qu'il n'y a pas trop de preuves là-dessus. Est-ce qu'on peut traiter une prostatite par C3G? Ben, c'est la même chose. Par C3G par voie IM, oui, bien sûr. Sous réserve d'utiliser la ceftriaxone. Ouais, j'ai une question sur les adaptations posologiques à préconiser chez les enfants atteints de Mickey, qui est une question un peu pointue. Je ne suis pas sûre que je me sois posé la question déjà. Probablement dans les atteintes très étendues, où il pourrait y avoir une atteinte sur l'absorption. J'imagine que c'est le sens de la question. C'est que nous, ce qu'on voit à l'hôpital, c'est pour des infections un peu plus sévères du fait de leur biothérapie ou de leur atteinte digestive grave. Et donc, on les met volontiers en intraveineux. Est-ce qu'un enfant qui vient pour une infection courante, alors, le Mickey, c'est plutôt les ados, quoi. Hein, donc, pour
faut imaginer qu'il ait une infection cutanée parce qu'il s'est blessé ou est-ce qu'il faut monter les doses? Comme ça, moi, je ne saurais pas vous répondre. S'il n'y a pas d'atteinte diffuse, sa maladie est équilibrée, a priori, devrait absorber comme un autre. Je ne sais pas s'il y a la littérature là-dessus, comme il y en a pour les enfants qui ont la muco, par exemple. Ça, on sait qu'il faut qu'on monte les doses 2 fois, voire 2 fois et demi aux doses habituelles. Écoutez, je me renseignerai sur le sujet, je ferai suivre ma réponse à Metcal, mais j'aurais tendance à dire non si l'enfant est équilibré, puisque son atteinte digestive doit être traitée, mais je n'ai jamais fait la littérature dans ce sens. Sachant que les antibiotiques sont absorbés dans l'intestin grêle. Hein, donc, après, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des Mickey chez l'enfant. Ça dépend du degré d'atteinte. Sur des atteintes très sévères, notamment du grêle, oui. Il faut se méfier aussi, enfin là, je parle pour les adultes, des gens qui ont eu des résections de grêle, où effectivement, on peut perdre pas mal d'antibiotiques en route. Mais dans ce cas-là, ça peut être assez compliqué. Globalement, alors sur des malades un peu compliqués, type infection CMV intestinale, etc., souvent on se méfie de l'absorption digestive. Alors à l'hôpital, on peut faire des dosages, mais on est plutôt méfiant quand il y a des atteintes inflammatoires étendues de l'intestin. Alors, dans les colonisations pré-op de Chiruro, peut-on limiter la durée à 3 jours comme le traitement d'une cystite sur sonde? Alors, ce que je sais, c'est que on se limite en général à 48 heures post-op. Mais oui, en général, on essaie d'opérer le malade sous antibio. Et si ça se passe bien, on préconise un arrêt 48 heures après la réalisation du geste. Alors, la voie sous-cute est contre-indiquée avec la ceftriaxone. Alors, peut-être dans les RCP, mais en tout cas, il y a plein de travaux en gériatrie qui montrent que ça marche bien. Alors, les gériatres se sont levés vent debout contre ce truc-là. Alors, je ne sais plus si c'est dans les RCP ou si c'est la NSM qui a écrit ça en disant que ça les privait quand même d'une voie d'abord extrêmement importante chez leurs sujets âgés. Donc voilà, oui, vous avez raison, mais les gériatres continuent à le faire parce que ça a quand même montré que ça rendait service. Pour les durées d'antibiotiques raccourcies, peut-on les extrapoler aux adolescents, voire aux enfants? Voici quand même, je vais te passer la balle. On n'extrapole pas, les enfants ne sont pas des petits adultes, on ne fait pas des règles de 3. Mais il y a quelques études, donc on parlait des otites pour lesquelles il n'y a pas de traitement de cours possible avant 2 ans parce que ça marche moins bien. Il y a des études par contre pour les pneumonies, et donc des études qui ont démontré l'équivalence du 5 jours versus 7 jours. Et puis, il va y avoir des essais là, qui vont commencer. Il y a un essai qui va commencer sur la pyélonéphrite, qui était, il y a 20 ans de ça, 25 ans, on les traitait 3 semaines intraveineux. Maintenant, on fait 24-48 heures et puis on fait un relais Péros, voire on les traite Péros d'emblée, mais on n'a pas tellement progressé sur la durée. Et donc, c'est encore un 10 à 14. Alors, on fait 10 et assez largement, on fait 7 jours. Mais là, il y a des études qui vont étudier 3 jours ceftriaxone versus 3 jours plus relais Péros pour une durée totale de 7 jours. Mais les études ne sont pas faites encore, donc je ne vous dis pas qu'il faut faire ça. Alors, dans les pyélos, on est passé à 7 jours pour les pyélos simples chez l'adulte. Il y a même, alors on n'en parle jamais parce que ça serait source de confusion, mais il y a même une étude qui avait montré qu'avec 750 mg par jour de lévofloxacine, pas du tout la dose habituelle, où on est à 500 dans l'urinaire, avec 750, on peut traiter 5 jours et ça fait aussi bien que 7 jours. Mais pour des raisons en fait de messages un peu trop compliqués, et Dieu sait que les infections urinaires, ça a beau être courant, c'est quand même, ça reste assez compliqué au niveau des messages. Eh bien, ça n'a pas été diffusé, cette étude. Mais, voilà. Par contre, 5 jours à 500, ça ne marche pas, ça rechute. Par contre, c'est ça qu'on peut dire. Alors, question difficile. Quid des prostatites à entérocoque et de l'utilisation d'Amox? En fait, alors, on sort des durées, si on veut.
En fait, alors ça arrive. Le problème, c'est que vous n'avez pas grand-chose qui diffuse dans la prostate. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Je suis désolé, hein, je réponds régulièrement quand on ne sait pas. Alors, il y a l'AMOX. L'AMOX, on a un ratio qui est d'un peu moins de 50% de pénétration dans la prostate. En général, les entérocoques sont sensibles. Quand on traite une prostatite à l'AMOX, on met plutôt 6 grammes, 2 grammes toutes les 8 heures. J'insiste sur toutes les 8 heures et pas matin, midi et soir. Et 2 grammes toutes les 8 heures et au moins 3 semaines. Est-ce qu'il faut rajouter de la Levoflow ou pas? On ne sait pas bien. Mais 6 grammes d'Amox, en général, ça marche. Mais pas 15 jours, c'est sûr. C'est plutôt de l'ordre de 3 semaines. Mycoplasme et antibiothérapie, on fait quoi concrètement? Là, on sort un peu du domaine. Hein. Il y a des recos sur les IST, donc je vous engage à aller les voir. Hein. Ce qui est sûr, c'est que... Ah non, mycoplasma pneumonie, peut-être. Oui, c'est ça, c'est la controverse. Ah ouais, non, je suis désolé. Alors, mycoplasme et antibiothérapie, ouais, excusez-moi. On est plutôt sur des durées de 7 jours pour le mycoplasme actuellement. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de recours spécifique pour le mycoplasme. Et dans l'étude d'Aurélien Dean, on était sur des antibiotiques de bêta-lactamine, en fait. On était sur une population assez âgée. La moyenne d'âge, c'était 68 ans. Et donc, c'était des malades qui étaient recrutés aux urgences. Il y avait quasiment pas de prescription de macrolide et pas de mycoplasme. Donc, pour l'instant, ça n'a pas trop changé de ce côté-là. Après, probablement que mycoplasme est sujet jeune, on pourrait probablement réduire. Hein. Notamment avec l'azithromycine, avec la demi-vie qu'on a, je pense qu'on peut se contenter de 3 jours sans problème. Trop de recos différentes, ouais, je suis désolé. L'antibiothérapie, c'est super dur et ça change tout le temps parce que les bactéries, ça mute tout le temps. Le mycoplasme et l'imputabilité des pneumonies de l'enfant, en fait, il y a les recos qui datent de 2005, disaient pneumonie moins de 3 ans, attention au pneumocoque, et puis plus de 3 ans, à tableau un peu subaigu, on met des macrolides contre le mycoplasme, et puis il y a quelques années, des Néerlandais qui ont fait des études, qui ont prélevé des enfants sains, et qui ont fait des PCR mycoplasme, et puis il y avait autant de positifs chez les enfants qui avaient des pneumonies que chez les enfants sains. Alors, ça a remis un peu en cause l'imputabilité du mycoplasme, ces pneumonies atypiques qui sont probablement, alors je ne dis pas que ça n'existe pas, il y en a, mais il y a beaucoup de pneumonies virales et donc la place des macrolides, on la revoit à la baisse largement. En se disant on la garde aux évolutions traînantes, a fortiori s'il y a des symptômes extra-pulmonaires qui peuvent évoquer. Dans ces cas-là, on a moins de questions, mais il y a quand même beaucoup d'infections virales et donc on dégaine moins vite le macrolide et on craint avant tout le pneumocoque. Et là, il ne faut pas perdre de temps, mais sur les pneumonies atypiques, il y a beaucoup de virus quand même. Ouais. Quand on fait de la PCR multiplex, maintenant, on se rend compte que on trouve finalement assez peu de bactéries et beaucoup de virus. C'est probablement donc beaucoup de patients qui guérissent tout seuls. Et puis bon, de temps en temps, on a quelques patients comme ça, effectivement, qui traînassent avec de l'amox. Et puis quand on les met sous macrolide, ils s'améliorent quand même très vite. Oui, c'est ça. Je ne dis pas que ça faut jamais le faire, mais en tout cas, de façon aussi systématique que ce qu'on faisait il y a quelques années, quoi. Ouais. Quand on aura de la PCR multiplex en pratique de routine en cabinet, probablement que ça viendra. Hein. Pas encore parce que ça coûte un peu cher, mais probablement que dans les 10 ans qui viennent, ça va révolutionner la pratique quotidienne. J'ai une question sur infection urinaire et pio. Sincèrement, on sort un peu du... Est-ce qu'il faut faire une bithérapie sur le pio dans l'urinaire, en fait, vous avez de toute façon, c'est pas univoque, mais infection urinaire à pio, c'est typiquement la situation où les concentrations de bêta-lactamine que vous avez vous exposent peu à une sélection de résistance. Sauf si vous avez un abcès, mais sinon, sur une infection urinaire à pio, on fait de plus en plus, on fait des monothérapies sous réserve effectivement que ça soit bien,
ça soit bien drainé, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas d'abcès, etc. Mais les concentrations sont tellement élevées que on a peu de chances de sélectionner une résistance. Alors, la question se pourrait se poser avec les fluoroquinolones, par contre. Parce qu'on sélectionne beaucoup plus facilement un pio résistant avec une fluoroquinone qu'avec une bêta-lactamine. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on a tendance à mettre... ce qu'on fait habituellement, c'est que soit on met quelques jours de bêta-lactamine, soit si on met une fluoroquinolone, on fait peut-être 48 heures avec autre chose, bêta-lactamine, voire un aminoside. Et puis après, on peut laisser la fluoroquinolone si l'évolution est favorable en monothérapie. La question, elle est valable pour les fluoroquinolones. Pour les bêta-lactamines, ça, encore une fois, la probabilité de sélectionner est quand même beaucoup plus faible sur des urines. Si on a répondu à toutes les questions, en tout cas, déjà, merci énormément pour toutes ces questions, parce que c'est quand même sympa d'avoir des interactions, et puis c'est super voilà, de pouvoir discuter, de pouvoir interagir avec vous. Il y a probablement qu'il y aura d'autres questions, c'est sans fin, hein, mais en tout cas, on était ravis, moi, de pouvoir faire cette soirée. Merci à Élise pour Merci beaucoup pour l'invitation. présentation. Ouais, j'étais ravie d'être là aussi. Et puis, merci à tout le monde. Merci à Lorga. Merci à Sonia et Cyril qui étaient derrière leur manette là, à récolter les questions pour nous les envoyer. Merci à Jean-Paul pour la production. Et puis, on va vous souhaiter une bonne soirée et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.